Le président du Faso constate par lui-même le niveau réel de production à Bagrépole, un projet qu'il a présenté et défendu à Singapour. Blaise Compaoré, sur place hier, a visité des centres de production. Aujourd'hui, 1er mai, fête du travail au Burkina Faso. Les syndicats des travailleurs remettent leur cahier de doléances au ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale. Des doléances qui seront sur la table des négociations gouvernement-syndicats. Bienvenue à tous et merci à vous de suivre le 20h de la télévision de Burkina. Le projet Pôle de croissance de Bagré a été présenté et défendu à Singapour par le président du Faso. Blaise Compaoré, à Bagré hier, a donc voulu toucher du doigt les réalités de production à Bagrépole. À l'issue du Conseil des ministres, le chef de l'État a effectué une visite de terrain dans 2 centres de production, le centre d'étuveuse de riz et celui des activités diverses. C'est Amadou Marcelto qui nous résume la sortie de terrain. Du riz paddy, on en fait du riz étuvé, après une phase de cuisson et de séchage. Depuis 4 ans, les femmes ont fait de l'étivage du riz leur gagne-pain quotidien. Par an, elles transforment 1500 tonnes de riz produits sur les plaines et facilitent la transformation et la commercialisation du label riz de Bagré. Ce mercredi, elles ont reçu les encouragements du chef de l'État. Nous faisons notre approvisionnement auprès des producteurs regroupés en union ou individuellement. On peut faire une année la quantité de 1000 à 1500 tonnes. Le centre d'activités diverses est une place importante de Bagré qui assure la production-vente d'une variété de produits. Cette exposition présentée au chef de l'État est une vitrine des produits du centre. Bagrépole, c'est à la fois une entité économique, mais aussi, je dirais que c'est une cité économique. Cela veut dire que dans cet espace, il doit y avoir de la vie économique, mais il doit y avoir de la vie tout court. Pour gérer de telles installations, une telle cité, il faut une grande coordination des ministères, des secteurs ministériels pour faire aboutir et atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Parce qu'ici, on traite de l'eau, mais on a des problèmes d'électricité, on a l'agriculture, on a les transformations, on a eu des formations. Alors donc, je crois que venir ici à Bagré avec le gouvernement, c'était justement pour toucher du doigt les réalités de cette nécessité de travailler davantage au niveau des ministres ensemble pour nous permettre vraiment de réaliser les objectifs de ce pôle économique. Petit à petit, Bagrépole se déploie avec des unités de production, de transformation et de commercialisation à l'image de ces centres visités par le chef de l'État. Le projet suscite un grand intérêt du secteur privé. Entre 2011 et 2013, près de 6 milliards de francs CFA d'investissement à Bagrépole. Le pôle de croissance de Bagré a donc été mis en vedette dans le cadre du Conseil des ministres délocalisé. D'importantes mesures ont été prises pour consolider la démarche pôle de croissance qui reste un pari pour le développement du Burkina Faso. On se fait à présent une idée de ce défi que se lance le gouvernement et ses partenaires dans ce commentaire que nous propose Adjima David Tiambiano. Bagré, ce sont des acquis notables. Un barrage d'une capacité de stockage d'1,7 milliard de mètres cubes d'eau qui produit 16 MW d'électricité. C'est également 1500 hectares de périmètre aménagé qui permettent aujourd'hui à plus de 3000 producteurs de réaliser sur place 30% de la production nationale en riz. Mais Bagré, c'est surtout un pari sur la croissance économique du Burkina. À l'horizon 2017, on devrait réaliser dans la zone d'utilité publique du projet 450 000 tonnes de production céréalière et horticole et offrir des emplois à 30 000 personnes. Dans cette perspective, les investissements se mettent en place petit à petit. Entre 2014 et 2015, il sera aménagé 13 000 hectares de périmètre agricole. Le bilan des 2 premières années de mise en œuvre du projet Pôle de croissance fait ressortir 4 milliards d'investissements privés qui sont allés dans l'acquisition d'équipements, la construction d'infrastructures, le financement de la production. Ces investissements sont appelés à s'accroître au regard de l'intérêt du secteur privé national et étranger pour le projet. De nombreux partenaires techniques et financiers accompagnent cette démarche avec comme chef de file la Banque mondiale,
dont le président a promis de faire du Burkina un exemple de réussite de politique d'éradication de l'extrême pauvreté et de la prospérité partagée. Le gouvernement est décidé à jouer sa partition. Chaque ministère a programmé des appuis structurants au développement de Bagrépol d'un montant de plus de 2 milliards de francs CFA. Des mesures sont également prises pour assurer des débouchés à la production locale. Les fournisseurs seront encouragés à privilégier la préférence nationale. Ainsi, le riz local sera désormais celui des casernes et des cantines scolaires. Bagrépol, c'est à la fois une entité économique. Bagré, c'est l'avenir. C'est la foi que le président du Faso a exprimée devant les producteurs. Et cet optimisme conduit le gouvernement à engager la mise en œuvre d'un deuxième pôle de croissance, le pôle de croissance du Sahel, qui va se développer autour du secteur minier et de l'élevage. Ce pôle, dont les textes fondateurs sont adoptés par le Conseil de ministres délocalisé à Bagré, se consolide déjà avec la perspective de l'exploitation du manganèse au Tambao. Le point de presse du gouvernement s'est également transporté à Bagré. Et le ministre de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement a été interpellé par les journalistes sur les programmes d'investissement censés apporter des solutions à la question de l'eau. Suivons la réponse de Mamounata Belem dans cet extrait que nous propose Adjima David Tiambiano. Comme vous savez, il ne pleut pas suffisamment. Quand nous avons fait le suivi hydrologique durant la campagne hivernale, c'est 2013, déjà on savait qu'il y aurait un problème à Bagré, comme on vit ça aujourd'hui. Parce que le taux de remplissage n'a pas été comme il était dans la moyenne des 10 ans passés. Ça n'a même pas atteint cette moyenne-là. Donc on savait qu'à un moment donné, on sera buté à un problème d'eau, comme nous le vivons à ce moment. La Sonabel était obligée de d'arrêter ses turbines. Et les producteurs, comme vous l'avez suivi le matin, ils se plaignent déjà parce que l'eau n'atteint pas tous les périmètres irrigués. Donc voilà, pour vous dire que, répondre à votre question, ça ne suffit pas parce que l'usage est plus que ce qu'on a, l'objectif qu'on a voulu au départ. Mais ça s'explique aussi parce que certains barrages sont très ensablés. Donc le volume de stockage de départ qu'on s'était fixé en construisant ce barrage-là, ce volume n'est plus atteint, alors que la population ne fait que croître. Les besoins ne font que s'accroître. Donc, je peux dire que ça ne suffit pas. Et c'est pour cela qu'on a toujours un programme de construction de barrages chaque année. Et d'ici 2015, on avait prévu de construire une trentaine de barrages. Et nous pensons en tout cas pouvoir le faire. Nous sommes à 22. Et je pense que nous pourrons l'atteindre d'ici 2015. L'approvisionnement en eau, l'adduction en eau est conditionnée aussi par l'électricité. À l'occasion de la Journée mondiale de l'eau cette année, nous avons donné une conférence pour montrer le lien. L'eau produit l'électricité et vice-versa. L'électricité aussi produit de l'eau. Sans l'électricité, on ne peut pas faire monter l'eau dans les châteaux. Donc, comme nous sommes en période de coupure d'eau, vous comprenez, de coupure d'électricité, vous comprenez pourquoi il y a aussi des coupures d'eau. Puisque l'eau ne peut même pas, il n'y a pas d'électricité, l'énergie suffisante pour faire monter l'eau dans les châteaux, on va ressentir ça dans nos robinets, on va ressentir ça dans nos maisons. Et vice-versa, il n'y a pas assez d'eau à Bagré, par exemple, ici. La Sonabel est obligée d'arrêter ses turbines. Donc, il n'y aura pas d'électricité venant de Bagré. C'est un peu ça que l'ONU a voulu expliquer pour attirer l'attention de chacun qu'il y a un problème qui est là. Il faut que chacun vraiment essaie de mettre la main dans la pâte pour qu'on résolve ce problème d'eau. C'était une façon aussi de sensibiliser les gens à mieux gérer l'eau. Quand, par exemple, moi, je vais dans des toilettes et je vois que si je tire la chasse d'eau, c'est jusqu'à 12 litres ou 15 litres d'eau qui passent. Souvent et qu'on pense qu'il y a des zones où... C'est de l'eau potable, pratiquement. C'est de l'eau du robinet qui sort. Et il faut 12 litres pour évacuer ça, les déchets. Pendant qu'ailleurs, il y en a qui cherchent même le litre d'eau là. Et c'est difficile. Donc, je pense que la communication qui a été faite par l'ONEA, c'est pour sensibiliser vraiment tout le monde, tous les citoyens, à pouvoir vraiment savoir gérer l'eau, parce que l'eau, c'est une denrée rare. Dans l'actualité de ce 1er mai, les syndicats des travailleurs du Burkina Faso ont d'une seule et même voix invité le gouvernement à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. Les libertés syndicales et la vie chère sont aussi inscrites dans le cahier de doléances remis ce matin au ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale. Les syndicats autonomes et les centrales syndicales
se sont tous retrouvés à la Bourse du Travail ce matin, ce jour, pour la commémoration de la fête du travail, et cela a consisté en une procession vers la Caisse nationale de sécurité sociale pour la remise de leurs doléances. Moumouni Soubega. Les syndicats autonomes et centrales syndicales du Burkina ont commémoré la Journée internationale du travail à l'unisson et avec la même vision, la recherche demeure pour les travailleurs. Des questions comme la vie chère et les libertés syndicales ont été placées au cœur des doléances. De la Bourse du Travail à la Caisse nationale de sécurité sociale, les travailleurs ont battu le pavé pour remettre les doléances au ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale. Nous avons les questions des libertés syndicales, nous avons les questions de la vie chère, c'est très important à notre niveau et ce sont des doléances récurrentes. Et vous êtes sans ignorer que sans liberté, sans pain, sans eau, eh bien, nous ne serons pas là. Nous n'avons pas pu conclure la rencontre du gouvernement syndicat de 2013. Donc il est de notre devoir effectivement de reconduire les différentes doléances et effectivement de veiller à ce qu'en 2014, ces doléances-là puissent trouver une solution. Et après avoir accusé réception du message des syndicats, le ministre Zakadé les a félicités avant d'apprécier le contenu et leur démarche. Je salue l'action des organisations syndicales en faveur des intérêts des travailleurs de notre pays et souhaite qu'elles contribuent à améliorer significativement les conditions de vie et de travail dans notre pays. J'adresse à toutes les travailleuses et à tous les travailleurs de notre pays les félicitations et la reconnaissance du gouvernement pour leur ardeur soutenue au travail et pour leur immense contribution au développement économique et social du Burkina Faso. Je voudrais vous rassurer que ces doléances seront transmises à qui de droit et seront examinées avec la plus grande attention par le gouvernement dans le cadre de la rencontre annuelle gouvernement-syndicat. Après la remise du message, les travailleurs ont sillonné quelques artères de la capitale pour se retrouver à la Bourse du Travail pour un meeting. À Bobo Dioulasso également, la commémoration de la Journée internationale du travail a donné lieu à un meeting à la Bourse du Travail suivi d'une marche à travers les artères de la ville. Les centrales syndicales et les syndicats autonomes des travailleurs ont, au bout de leur marche, remis une déclaration contenant la plateforme revendicative aux autorités de la ville de Sia. Amadou Lougué. Meeting suivi de marches, les travailleurs de la ville de Sia n'ont pas voulu rester en marge de la commémoration du 1er mai, Journée internationale du travail. Ce 1er mai, effectivement, nous le plaçons effectivement sous le signe de la gouvernance locale. Parce que nous estimons que depuis un certain temps, nous regardons cette ville qui est en train de partir. Et c'est pourquoi, effectivement, nous estimons que les revendications que nous posons en termes de lotissement, en termes de transport, en termes effectivement de santé et d'éducation, nous pensons que c'est de la compétence effectivement des maires. En rang serré et dans la discipline, les travailleurs issus des centrales syndicales et des syndicats autonomes des hauts-bassins ont sillonné quelques artères de la ville avant d'aller remettre une lettre de doléance aux autorités. La plateforme effectivement contient et recense pratiquement les préoccupations de nos camarades. Depuis donc la question de liberté syndicale, liberté démocratique syndicale, la question de la zone industrielle, parce que là aussi il faut dire qu'il y a une agression. Il y a une agression des libertés syndicales au niveau de la zone industrielle, nous les avons évoquées. Il y a effectivement la question de lotissement dont nous venons de parler. Il y a la question de l'hôpital, l'hôpital Sanoussouro qui a quand même un CHU. La commémoration du 1er mai est une tradition dans l'histoire du syndicalisme au Burkina Faso. Elle permet chaque année aux différents syndicats d'interpeller le gouvernement sur les conditions de vie et de travail des Burkinabés. Une célébration de la fête du travail sur fond de contestation sociale et politique à l'international. Voyons maintenant comment cette journée du 1er mai a été vécue en Turquie, en Russie ou encore au Cambodge. La journée internationale des travailleurs est née à la fin du 19e siècle d'un mouvement ouvrier pour obtenir la journée de 8 heures. 125 ans après, on est encore bien loin du compte dans de nombreux pays. C'est le cas au Cambodge où les 650 000 personnes qui travaillent dans le secteur clé du textile gagnent souvent moins de $100 par mois pour des journées de 10 heures.
20 000 d'entre elles sont en grève et les syndicats avaient appelé à manifester pour les soutenir. À Phnom Penh, la manifestation a été dispersée à coups de bâton et de matraque. L'Assemblée nationale, elle, joue sa partition dans la lutte contre le VIH-Sida au Burkina Faso à travers une campagne de sensibilisation. Elle rappelle que seul le dépistage permet de bénéficier d'une meilleure prise en charge. Une semaine de sensibilisation marquée par une conférence publique, des dépistages volontaires et un plaidoyer. Kwame Bama, Anna-Lucie Kéry. Pendant une semaine consacrée à la campagne de sensibilisation et de dépistage au VIH, les députés et le personnel administratif se sont succédés au stand du SILS, le comité d'institution de lutte contre le VIH, le sida et les IST, les infections sexuellement transmissibles, où ils ont reçu des informations relatives à la pandémie, à la prévention du VIH et du sida notamment. En plus du dépistage volontaire et de la conférence publique sur le VIH, le sida et les IST, organisée en étroite collaboration avec le CICDOC, le Centre d'information, de conseil et de documentation sur le VIH, le sida et la tuberculose, les responsables du Parlement, les agents et les élus nationaux ont pris part à une séance de plaidoyer. Le plaidoyer d'Émile Kambou, expert en formation sur les thématiques liées au VIH-Sida, est venu à propos. Les différentes commissions, surtout les commissions chargées des affaires sociales, devraient faire eux aussi à leur niveau un plaidoyer au niveau donc de l'Assemblée et du gouvernement pour que des fonds puissent être prélevés quelque part et de pouvoir aider justement les différents comités pour leur donner les moyens de pouvoir faire leur travail. Pour la coordonnatrice du SILS, qui a exprimé sa reconnaissance au chef du Parlement pour sa disponibilité et ses encouragements, la campagne de sensibilisation a été bénéfique. Nous disons, ce n'est pas la fin du combat. Il nous faut poursuivre davantage la sensibilisation pour qu'à la fin, nous arrivions un jour à avoir un zéro sida à l'Assemblée, au Burkina et dans le monde. Pour les agrès et ses proches collaborateurs ont au programme un atelier de formation des membres de leur comité. L'objectif étant de renforcer leurs compétences afin qu'ils puissent livrer des messages clairs, des messages qui portent. Et voilà qui devra résoudre un tant soit peu le problème de commercialisation du riz du Burkina et réduire sensiblement l'importation du riz. Le projet BRICOP va permettre aux petits producteurs de riz du Houé et du Kénédougou de vendre leur production. C'est une initiative du comité interprofessionnel du riz en partenariat avec l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, et c'est Karim Sissé qui nous présente le projet. La consommation du riz est en constante augmentation au Burkina Faso. Et selon les experts, la consommation annuelle par habitant est passée de 24 kg en 2006 à 33 kg en 2011. Toujours selon les experts, ce chiffre pourrait atteindre 50 kg d'ici à 2015. Une situation qui fait que le pays est toujours dépendant de l'extérieur pour 59% de sa consommation en riz. Et pour réduire la pression de l'importation du riz, le comité interprofessionnel du riz du Burkina et l'Alliance pour une révolution verte en Afrique ont mis en place le projet de commercialisation du riz du Burkina dénommé projet BRICOP. Le projet s'articule autour de 3 grands axes. Il s'agit de la production, la transformation, mais au niveau de la transformation, il faut voir les transformateurs industriels et les femmes qui sont dans le riz étuvé, et également la commercialisation. D'une durée de vie de 3 ans, le projet BRICOP s'exécutera dans les provinces de Kénédougou et du Houé. Il concernera 20 000 petits producteurs de riz. Sa stratégie est participative. La stratégie retenue pour la mise en œuvre du projet, c'est le pilotage par l'aval. Ça veut dire qu'on place le consommateur final au cœur de la décision. Ça veut dire le projet part du marché, recueille les besoins, les désirs du consommateur final, revient auprès des producteurs pour leur dire voilà le type de riz que les consommateurs veulent. Je l'apprécie positivement et les autorités administratives que nous sommes, en tout cas, sommes prêts à les accompagner durant les 3 ans que durera ce projet afin qu'ils puissent atteindre les objectifs visés. Rendez-vous a été donné aux riziculteurs pour le démarrage effectif du projet BRICOP sur le terrain.
Et pour avoir des productions de qualité, il faut des producteurs compétents. C'est en cela que la démarche de l'ONG Eau Vive, qui est de renforcer les capacités des acteurs du secteur rural pour une meilleure conduite de leurs activités, répond à cette nécessité. La formation se déroule à Ouagadougou et c'est Maxime Zongo qui nous en parle. Permettre aux producteurs, agriculteurs, éleveurs, artisans et bien d'autres du secteur du monde rural de disposer de compétences nécessaires à la bonne conduite de leurs activités, voilà tout l'enjeu de la formation. L'initiative est de l'ONG Eau Vive qui bénéficie de l'appui du Bureau de la coopération suisse. Le capital humain au Burkina Faso aujourd'hui constitue un des éléments sur lesquels nous pensons qu'il faut investir. C'est le tout premier capital pour permettre aux promoteurs d'entreprises au niveau local, notamment dans le monde rural, de pouvoir davantage prendre conscience de leurs propres capacités, de façon à réussir toutes les activités de promotion de leurs activités, notamment dans le domaine agricole, artisanal, élevage, etc. Cette démarche qui s'inscrit dans la vision et les efforts entrepris par le ministère en charge de l'emploi pour toucher un plus grand nombre d'acteurs a été naturellement saluée à sa juste valeur par les autorités du département. C'est une initiative qui est à encourager parce qu'elle s'inscrit dans la vision du ministère en charge de la formation professionnelle, donc en matière de développement de la formation professionnelle au Burkina Faso. Et également, c'est une initiative qui s'inscrit dans la vision d'un vaste programme piloté par le département en charge de la formation professionnelle, qui est le programme d'appui à la politique sectorielle de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Ce programme de valorisation des compétences qui est à sa deuxième phase s'appuie sur une première qui vient de s'achever. La présente étape a pour ambition de renforcer les acquis de la première phase et à élargir l'offre à un plus grand nombre de bénéficiaires. L'insécurité et le développement dans la région de l'Est, on en parle à travers une série de conférences publiques. Les régions, les provinces donc ont bénéficié de ce cadre d'échange autour de cette problématique qui est une véritable préoccupation à l'Est. Voici la conférence de Fada avec Lambert Souma. Avec en moyenne une attaque tous les 2 jours, la région de l'Est est en tête du classement des régions où sévit l'insécurité, d'où son statut de zone rouge décrété par les forces de défense et de sécurité. Et cette situation a amené le promoteur de la Coupe Diamondi Service à initier une série de conférences publiques sur les thèmes insécurité et développement de la région de l'Est, de l'inquiétude à l'espoir. 5e du genre, la conférence de Fada a réuni autorités politiques et administratives, les services régionaux de la police et de la gendarmerie, les acteurs de la justice et les populations du Goulmou. Au cours de leurs interventions, les conférenciers se sont appesantis sur les rôles, les missions, les difficultés et les perspectives pour les différentes structures qui luttent contre le grand banditisme dans la région. On ne peut pas carrément s'épanouir si on n'est pas en sécurité. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu associer pour cette 3e édition un thème sur l'insécurité afin d'interpeller les autorités et interpeller aussi les opérateurs économiques de la région afin que nous puissions trouver des solutions idoines à ce problème d'insécurité. Le thème qu'il a abordé cette année est un thème qui touche de doigt toute la population. Et lorsqu'il y a insécurité, il n'y a pas de commerce. Lorsqu'il y a insécurité, il ne peut pas avoir développement. Les populations, elles, saluent cette initiative et espèrent que des actions concrètes seront menées pour soulager leurs peines. Cette conférence que nous sommes en train de vivre va apporter un changement réel. Certes que l'État a fait beaucoup de choses pour notre région, mais il reste beaucoup encore à faire. Ce que nous souhaitons, c'est que l'État mette l'accent en rapprochant l'administré à l'administration. Afin d'apporter leur contribution à la gestion du phénomène de l'insécurité, les organisateurs ont lancé un fonds de lutte contre l'insécurité et ils espèrent que les donateurs feront parler leur cœur. À Ouagadougou, sur les 500 villas qu'elle doit construire sur le site des logements économiques de Bassenko, 250 sont déjà prêtes.
C'est l'information principale que la société immobilière internationale Wenpanga a donnée aux journalistes ce matin. Les responsables de la société ont ensuite présenté les villas aux hommes de médias et donné l'assurance que dès le 5 mai prochain, les souscriptions peuvent commencer auprès de la BCB. Yolande Lompo. À la faveur du programme 10 000 logements sociaux initié par le gouvernement burkinabé en 2008, un autre type de logement dit économique vient de voir le jour. Il s'agit de terrains entièrement viabilisés par le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme et rétrocédés à des sociétés immobilières pour construction et vente. La société immobilière internationale Wenpanga, qui développe des projets résidentiels et commerciaux aux quatre coins du Burkina Faso, en est l'une d'entre elles. Dans la cité Wenpanga de Bassinko, ce sont 500 villas de type F2, F3 et F4 qui sortiront de terre sur une superficie de plus de 22 hectares. Pour l'heure, 250 villas dont les prix oscillent entre 9 et 30 millions seront proposées au Burkinabé d'ici et d'ailleurs. Les souscriptions débutent le lundi 5 mai auprès de la Banque commerciale du Burkina, leur partenaire financier, et tout citoyen, fonctionnaire ou non, pourra postuler. Les ventes seront passées à la Banque commerciale du Burkina, BCB, et vous pouvez engager là-bas, payer cash ou un crédit, et la banque peut vous donner le crédit pendant 5 ans ou de 10 à 15 ans. Si vous êtes le fonctionnaire, peut aller jusqu'à 20 ans, mais le commerçant est limité à 5 ans. Et les qualités, les maisons, ça ne ment pas. Si les maisons n'est pas bien, il fait les fichus, si les piliers tombent, si c'est mal façon, et l'eau va rentrer dans les maisons. Donc moi je donne l'assurance, celui que tu vas accepter, et nous sommes là pendant 2 ans garantis et pour les suivre les maisons. Chaque villa est implantée sur une superficie de 240 mètres carrés avec une possibilité d'extension. Pour ce qui est de la vente des villas, la diaspora burkinabé est également dans la ligne de mire de la société immobilière. Et afin de continuer sa politique de logement, d'autres villas clés en main seront bientôt proposées à Saba, Koubri, Pissi et Lumbila. Et on annonce le premier salon international des télécoms pour fin novembre 2014. Africa GTBM a pour ambition de promouvoir le secteur des TIC au Burkina Faso. Les organisateurs ont rencontré la presse pour les détails de l'événement. C'est Moumouni Soubega qui a suivi la conférence de presse pour nous. Un salon international des télécommunications en Afrique ou Africa Global Telecoms Business Meeting, c'est une initiative de Bethel Communication. Africa GTBM est un salon qui se veut une plateforme d'échange sur les enjeux des TIC entre professionnels. Nous réunissons à travers cette activité des opérateurs globaux, des équipementiers, des développeurs, des financiers, des acteurs du monde des télécommunications et aussi des consommateurs du continent africain afin de montrer un peu les meilleures pratiques, les meilleures innovations en matière de Global Telecom en Afrique. Nous ambitionnons recevoir des sommités de grandes marques de télécommunications. Faire de l'industrie des télécommunications un véritable outil d'émergence au Burkina, c'est le thème de cette première édition. Une édition qui connaîtra également la remise des prix dénommés Africa Global Telecom Business Award pour encourager l'excellence dans le domaine des TIC. Il y aura des catégories son et vidéo, vous aurez des catégories images, vous aurez des catégories meilleurs opérateurs voix, vous aurez des catégories meilleurs services internet, vous aurez des catégories meilleures monnaie électronique. Et ce sera au consommateur véritable, qui est le client final, de voter et de choisir le meilleur acteur que nous allons primer. La première édition de Africa GTBM se tient du 27 au 29 novembre 2014 à Ouagadougou. Elle est placée sous le parrainage du ministre du Développement de l'économie numérique et des postes, Jean Koulidiati. C'est fini pour l'édition 2014 du concours des arts des écoles primaires de Ouagadougou. L'atelier théâtre burkinabé a distribué au total une trentaine de prix et des attestations aux lauréats.
24 établissements de la capitale étaient en lice pour cette compétition dans 6 disciplines, dont le théâtre, le récital et le ballet. Les organisateurs sont plutôt satisfaits de la 13e édition du Capo. Nathalie Sawadogo a suivi la clôture. La clôture de cette 13e édition du concours des arts des écoles primaires de Ouagadougou Capo a été marquée par la remise de prix et des attestations de participation aux lauréats. Ainsi donc, l'école Touessin B, l'école Notre-Dame de l'Espérance et l'école Tampuy A et B engrangent chacune 3 prix. Cette année, en tout cas, on a raflé 3 prix. On a eu le premier prix en playback, le 2e prix en ballet et le 3e prix en récital. 3 prix. Tout comme nous sommes très contents. Et surtout, je remercie notre encadreur parce qu'il s'est donné et aussi les élèves et tous les enseignants, les parents d'élèves, toute l'école. C'est la première fois que nous participons au Capo et on a reçu le premier prix en récital. Ça permet à nos enfants de se distraire et vraiment de se cultiver davantage. Une semaine durant, 24 établissements se sont retrouvés au siège de l'atelier théâtre burkinabé où ils ont présenté 6 disciplines. Le théâtre, le récital, le ballet, le playback, la musique en live et l'art vestimentaire. Au total, une trentaine de prix ont été décernés. Ça a été vraiment des journées très intenses, très riches, avec des révélations vraiment de grands artistes en herbe. Ce concours vise à appuyer le ministère en charge de l'éducation nationale dans sa volonté d'introduire l'enseignement artistique dans les écoles. Les organisateurs nourrissent l'ambition de renforcer le partenariat entre les différents établissements et le ministère de l'Éducation nationale afin d'amener un plus grand nombre d'établissements à participer au concours artistique des écoles primaires de Ouagadougou. Sababo, c'est le titre du nouvel album de Dez Altino. L'artiste musicien dédie ce 4e album à ses fans, notamment les femmes. Le Koundé d'Or 2013 traduit ici toute sa gratitude aux mélomanes pour leur soutien. Voici donc le nouvel album présenté à la presse. C'était en présence de Zie Diara avec la voix de Zalissa Sanfo. Ceci est un extrait de Sababo. C'est la dernière trouvaille de Tiga Désiré Ouedraougou, alias Dez Altino. C'est un album composé de 10 titres et de 2 remixes. Avec cet opus, l'artiste espère encore écrire une page glorieuse de l'histoire de la musique burkinabé. Un album avec beaucoup d'ouverture et beaucoup de rythmiques qui n'étaient pas forcément dans les autres albums, des featuring également. Donc c'est dire que l'album c'est pour encore plus faire d'ouverture sur la musique burkinabé en général et particulièrement sur la musique de Dez Altino. Il y a d'abord la tournée qui doit commencer le 23 et qui concerne 10 villes. Bon, juste après mes prestations à Lyon et à Paris, je reviendrai pour la tournée. À cette cérémonie de présentation du nouveau-né, Dez Altino a bénéficié du soutien de ses proches et de plusieurs artistes. Ce qu'on peut remarquer, c'est cette ouverture avec ce featuring magistral orchestré avec l'artiste malienne Djeneba Sek et celui avec l'artiste Serge Beno. On aura remarqué que Dez Altino a compris aujourd'hui que la musique a vraiment son côté universel. Je suis là pour la dédicace de l'album de Dez Altino, un collègue, un ami, un frère. Voilà, je suis là pour le soutenir. L'artiste laisse Sababo à l'appréciation de tous, même si une fois de plus, dans cet album, il fait une mention spéciale à la femme. Voilà, c'est tout pour l'actualité dans cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous et à toutes et une bonne fête de travail à tous les travailleurs du Burkina. À bientôt.